Bonjour Bandeko Bamama, Babou Lingo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur les plateformes à Congo Support Group, Congolese Support Group en anglais, où Ezali, Lisanga, Yabiso, un rassemblement de Congolais, un mouvement politique, un mouvement social à tendance politique, un mouvement en plein engagé en plein dans la thématique de la situation congolaise. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent très bien que nous avons commencé dans la tendance politique il y a quelques années avec un mouvement anti-nazi africain, et nous avons depuis lors relaté beaucoup de faits. Et nous avons continué jusqu'à arriver au Congo Support Group, où nous continuons toujours dans la même direction. Dans les années, diront la lutte atroce, ou disons la situation d'intercalation avec les pouvoirs qui est maintenant soi-disant sorti, les pouvoirs Kabila, nous avons eu à faire beaucoup de travail et à organiser beaucoup des événements, à participer à l'organisation des événements de la résistance et à prendre part actif dans nombre de situations politiques, dans l'étude, dans l'analyse et dans l'offerte des solutions dans nombre de situations politiques, sociales pour ceux qui regardent la République démocratique du Congo. Les situations ont abouti à un point. À un moment donné, nous nous sommes lancés dans cette thématique élection ou pas élection, et nous avons fréquenté beaucoup des places où nous nous sommes retrouvés pour discuter de ces événements. Nous avons été avec Congo Synthèse, avec notre Maman Mido. Nous avons Maman Mido, une très grande combattante dans cette ligne-là, où il était question de l'observation entre où il fallait aller aux élections proposées par le gouvernement à l'époque, le gouvernement Kabila, où il fallait, disons, suivre la voie, disons, je dirais, présentée par, ou plutôt pointé, indiqué par Papa Ngwanda, c'était celui de la résistance du désordre, de la résistance populaire, n'est pas accepté les élections. Et en fait, à la fin de la journée, des luttes de gauche et de droite, la solution a été, où nous avons été retrouvés forcés dans une solution qui a eu pour résultat les élections. Les élections ont été organisées, où nous avons eu des candidats, et à la grande surprise de tout le monde, le candidat sortant était Félix Tshisekedi, fils de papa Étienne Tshisekedi, qui lui, au fait, sur les tabulets, c'est-à-dire du point de vue de l'observation concrète, était perdant. C'est-à-dire il était le moins favori, mais à la fin, il sort gagnant. Les intercalations se poursuivent dans ces processus d'acquisition pour lesquels les élections n'étaient pas légitimes, qui vont porter à une situation finale qui est celui pour lequel, en fait, il y a un pouvoir qui est établi, c'est le pouvoir Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, qui lui est des mouvements l'IDPS. Et cela avait semblé, dans les apparences, donner un certain dégagement, peut-être aussi fournir une possibilité de l'espoir, en se disant, en fait, on a un de nous qui est rentré à l'intérieur, ben voyons, sûrement, cela pourrait, comme on dit, une autre, on pourrait arriver à la libération totale, qui était bien entendu une utopie, parce que la situation congolaise n'a rien à voir seulement avec la situation congolaise ou africaine en soi. C'est un croisé des chemins des intérêts internationaux, des intérêts fascistes que nous avons déjà commencé à signaler depuis MANA, mouvement anti-nazi africains, des mouvements nazis représentés par de multinationales dont les intérêts sont entremises avec différentes fractions gouvernementales présentes sur le sol congolais. Et nous avons eu le gouvernement Tshisekedi qui a commencé par lancer un message très puissant, c'est celui de la fin de l'exil, que les exilés, tous les exilés devaient rentrer dans leur pays, lequel est un discours de circonstance que généralement font tous les présidents
ou tous ceux qui prennent les pouvoirs une fois qu'ils se sont installés sur les pouvoirs, c'est un des premiers messages que l'on fait toujours. Hein. Certains l'ont écouté, certains sont descendus, certains beaucoup plus prudents ont observé, ont donné du temps pour voir ce qui s'est passé. Et comme les doutes il y avait déjà beaucoup de doutes sur l'organisation du pouvoir de Félix Tshisekedi, qui lui était le moins favori dans les élections, mais sort gagnant, c'est-à-dire il sort avec une minorance exceptionnelle, ce qui fait que dans un cas de démocratie normale, Kabila, disons, Tshisekedi se serait retrouvé dans une situation de minorance du point au Parlement et au Sénat, ce qui résulterait dans un cas de démocratie normale des difficultés de gestion du pays, des difficultés de gestion de la gestion politique du pays, parce que pour pouvoir avoir la capacité de gérer les pays, il a toujours été nécessaire une certaine majorance, une bonne majorance. Mais ici, nous ne sommes pas en train de faire un discours de majorance, nous sommes en train de faire un discours de minorance. La plus petite minorance possible rend le pouvoir complètement ingérable. Et disons, ceci n'a pas attendu longtemps à se faire voir, et où nous avons tout de suite, après les élections, après les discours, après les voyages, nous nous sommes retrouvés dans l'ingérence du personnage appelé Caméré, qui lui, en fait, devient le vrai fantin. À la fin, il se relève comme si, en fait, le président Tshisekedi devienne comme une marionnette, sans pouvoir, sans volonté, complètement, pour peut-être des raisons, des raisons d'être là, d'avoir un nom, une qualification, être appelé président, en fait, n'a aucun pouvoir. Nous l'avons commencé tout de suite avec des révélations pour lesquelles, pour les participants au Parlement, tous les parlements étaient votés par disons, tous les parlementaires sortants ne faisaient pas partie de l'opposition. Ils faisaient plutôt partie du pouvoir sortant qui s'est assuré bien nombre de ministères, l'armée. Et donc, on s'est retrouvé à une situation à la Poutine pour laquelle Poutine se met à côté, il met quelqu'un de sien pour gérer, dans le cas de Poutine plutôt, pour s'assurer un contrôle du pays. Mais dans notre cas, le contrôle du pays pour le pays. Dans notre cas, on s'est assuré un contrôle du pays contre les pays. Ce qui se passe, la situation qui s'élève au Congo devient une des situations les plus dangereuses possibles. Pourquoi? Parce qu'il y a un semblant de démocratie, il y a un semblant de prise de pouvoir par l'opposition. Parce qu'en réalité, l'opposition ne change pas. Nous avons eu ces trois personnages pour lesquels nous avons Kamere, Katumbi et lui-même, bien entendu, Kanambe, qui tiennent les pays dans une forme de otage. Okay? Et nous voyons Kamere qui retourne encore au pouvoir avec Tshisekedi pour nous rendre compte que c'est comme si c'est Kamere qui est le vrai président. Et si nous allons nous lancer tout de suite dans cet examen où nous sommes en train de parler les silences de la mort en République démocratique du Congo. Pourquoi les silences de la mort? Parce que nous avons connu avant tout une mort qui parlait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec moi, Kinkela Wamazulu. Je me présente, je suis représentant du mouvement Congo Support, Congolese Support Group, Congo Support Group sur les territoires de l'Écosse, dans la ville de Glasgow où j'habite. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans cette thématique d'analyse, d'examen et de dénoncement politique. Pourquoi? Parce que depuis que le nouvel gouvernement s'est mis en place, nous avons essayé d'observer de loin. Nous avons essayé d'analyser les choses de loin. Nous avons essayé de ne pas nous précipiter tout de suite. Bien entendu, chacun gardant ses positions. Nous sommes sentis, nous, du Congo Support Group, du parti de Glasgow, le parti de Glasgow que nous précisons, nous sommes entendus à rentrer un peu dans une analyse pour essayer
de donner une voix, des réflexions à ceux qui nous suivent. En fait, nous avons cette présence des Kamere, Katumbi, Kanambe qui prennent les pays en otage. Et nous avons un fantin, nous avons une situation que nous appelons Félix Tshisekedi qui semble lui être le président en clé. En fait, nous avons, avec Kamere, nous avons les Cash, avec Kanambe, nous avons le FCC, et nous avons, avec Katumbi, nous avons la Mouka. Et ces trois organismes, Cash, FCC et la Mouka, sont en train de gérer les pays. Pas pour les pays, mais contre les pays. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que nous avons devant nous l'illusion d'un pouvoir. Nous avons l'illusion du pouvoir où nous avons un personnage, pour ne pas rentrer dans une décélération de la personnalité, mais nous avons un personnage qui nous a accompagnés, qui a fait partie de la, disons, de la résistance, qui est lui aussi un fils de ce que nous appelons la diaspora, qui prend le pouvoir, semble prendre le pouvoir, sans pouvoir. Parce qu'il se retrouve dans une situation où, en fait, il n'a la possibilité de prendre aucune solution de lui-même. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'IDPS, qui était une des grandes réalités de l'opposition depuis déjà les maréchals Mobutu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'IDPS? Dans l'IDPS rentre dans une phase de démembrement, de démorcellement. Nous avons entendu dire dernièrement que la majorité de la base de l'IDPS ont fait une campagne pour voter FCC. C'est-à-dire, nous avons ici une partie de l'opposition, une des oppositions légendaires du Congo, dont l'histoire, la source, les origines s'inspirent du contre-pouvoir, de la notion du contre-pouvoir, qui lui maintenant fait un coup contre son état propre de l'opposition et vote FCC. Et dit-on, c'est pour punir leur leader, le leader de l'opposition, qui lui est devenu président, Félix Tshisekedi. En fait, on essaie de les punir pour être devenu président, mais seulement lui, c'est-à-dire il y a une exportation. L'identité de Félix Tshisekedi qui devient président, mais ce n'est pas l'opposition qui prend la présidence. Ce n'est pas l'IDPS qui prend la présidence. L'IDPS, lui, reste dans l'opposition, ok? Mais maintenant, nous avons l'héritier Tshisekedi, lui qui change des vestes. Ou se vend complètement. Nous avons connu un état de non-pouvoir pendant très, très, très longtemps dans la République démocratique du Congo, mais nous avons eu certains piliers. Il y avait l'effet Papa Kizenga qui vient de partir, et il y a l'IDPS qui, lui, vraiment, depuis les temps de l'Union sacrée, est resté à trouver les radices les plus profonds. Et aujourd'hui, l'IDPS est en train de se détruire. C'est-à-dire, dans les vides normatives, dans les vides politiques de la République démocratique du Congo et de la société civile, il est en train de se créer une situation où même ces piliers qui essayaient quand même d'organiser une forme de volonté populaire dans ces vides sont aussi en train de s'effondrer. Nous pouvons parler d'une attaque puissante et profonde. Non à la politique congolaise qui lui est d'une certaine manière inexistence. Dans l'état normal, nous ne pouvons pas parler de politique. Nous devrions plutôt parler des mercenaires, des intellectuels mercenaires engagés dans la politique.
Ici, maintenant, nous sommes en train d'observer, de voir un démembrement complet de cette complexité. Sans pour rentrer dans le vif, nous savons où ça a commencé avec les différentes rencontres organisées. Nous avons ici une table des personnages qui sont lancés. Ces personnages, donc voici, n'ont jamais eu dans le cœur l'intention de représenter les peuples. Mais plutôt, chacun était engagé dans la recherche de ses intérêts personnels. Et quand on parle des intérêts personnels, généralement, nous parlons contre les peuples. Pendant le peuple, lui, était en train de s'immobiliser, de s'organiser. Les mêmes peuples qui souffraient, les mêmes peuples qui meurent, c'est les mêmes peuples qui doivent s'organiser pour courir derrière ceux qui vivent en Europe, voyagent dans des avions et encore et encore et encore, ils se retrouvent trahis par ces mêmes personnes. Qu'est-ce que cela nous porte à réaliser? Aujourd'hui, nous nous posons la question, quel est le futur de la République démocratique du Congo dans un État où nous n'avons pas de pouvoir? Dans un pays où les frontières sont inexistantes, que nous appelons un État de non-pays, comme dans une prison, une perte de souveraineté populaire. Nous sommes en train d'observer dans, pas un des premiers cas, mais plutôt nous sommes en train d'expérimenter une perte de souveraineté. Le peuple, pour la première fois, malgré toutes les tenants et les aboutissants, d'une certaine manière, a toujours réclamé et eu une certaine manière de souveraineté. Le peuple est capable de s'exprimer, de sortir derrière les rues et d'exprimer son mécontentement. Eh bien, c'est cet élément-là aujourd'hui qui est sous attaque. Les peuples, il y a une tentative de dissoudre même la volonté politique. Nous l'avons vu ici en Occident avec les combattants qui, nombreux, sont en train de se poser la question à quoi bon les combats? Parce que nous avons combattu du temps de Papa Tshisekedi, nous avons combattu maintenant avec la trahison de son fils, qui lui prend le pouvoir mais laisse les partis. C'est-à-dire, il y a eu un combat de l'opposition, un travail de l'opposition qui devait porter le pouvoir à l'opposition, non une personne. Maintenant, nous avons une personne qui est allée au pouvoir grâce au travail du parti, grâce au pouvoir de l'opposition, mais abandonne l'opposition qui a représenté les trempes sur lesquelles il s'est maintes et maintes fois exercé pour sauter. Et maintenant, il y a un disconfort complet. Un disconfort complet qui est compréhensible. Et dans ces disconforts, qu'est-ce que la science nous apprend? On rentre dans le lit l'un contre les autres, on commence à s'insulter, et c'est lui, la criminalité sociale et éthique devient la norme de fonctionnement populaire. Articulé, ou mieux expliqué, on rentre dans la thématique des accuses de tribalisme, de gauche à droite. Mais si nous prenons le temps d'observer cela, nous sommes en train de nous dissoudre. C'est-à-dire la souveraineté, ou je dirais, parce que la souveraineté peut être compliquée, je suis en train de dire que la possibilité ou la conviction populaire de tout un chacun de pouvoir s'exprimer et rentrer dans une démarche de recherche, de lutte, de combat, afin de s'auto-tituler, de tituler la terre de ses ancêtres, cette volonté eh bien, est en train de se perdre. Et ça, c'est une attaque sur laquelle nous devons ouvrir les yeux. Et les traîtres, nous les avons devant nos yeux. Qu'est-ce que ceci nous porte à considérer? Qu'est-ce que cet état de
chose nous apporte à confondre parce que nous ne pouvons pas toujours continuer dans la lutte quand les résultats sont toujours zéro. Nous devons nous interroger. Nous devons prendre le temps de nous arrêter et de regarder en arrière, analyser les différentes parts, lire entre les mots, entre les phrases et comprendre sur quelle base nous devons relancer la lutte. Ce qui est vrai, certain, c'est que dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas un état de droit. Et que la victoire de Tshisekedi n'a jamais représenté la victoire populaire, n'a jamais même représenté la victoire de son propre parti politique qui est l'UDPS. Tshisekedi a pris les pouvoirs, a fait sa campagne avec l'UDPS, mais en prenant les pouvoirs, il a pris sans l'UDPS. Ou peut-être avec certains membres de l'UDPS, mais la grande base est restée à l'extérieur. Quand je parle de la grande base, je parle de la victoire de Tshisekedi devait être la victoire de l'opposition. Or, l'opposition est perdante. L'opposition est perdante. Si nous avons douté des résultats de l'élection, si nous avions douté des résultats des élections, et qu'à un certain point, on peut dire OK. Maintenant, nous sommes en train de douter de la légitimité de l'exercice du pouvoir. Ayant gagné en trichant ou pas, majoritaire, grand ou petit majoritaire, minoritaire, grand ou petit minoritaire, il existe à un certain point un certain pouvoir, une certaine légitimité à la gestion. C'est cette légitimité-là, c'est ce pouvoir-là que nous sommes maintenant aujourd'hui de constater et dire qu'il est manquant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons un vide de gouvernance. Un vide de gouvernance. Nous sommes gouvernés par un non-pouvoir qui, n'ayant pas les pouvoirs de gouverner, nous sommes gouvernés par quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous sommes gouvernés par des forces destructeurs, représentées par une nuance des présences populaires auxquelles nous nous reconnaissons. Et par ces semblants de tranquillité, c'est pourquoi nous parlons des morts silencieuses, la destruction continue. Il a été noté que le peuple congolais s'est toujours levé. C'est-à-dire cette lance de popularité, cette forme de conscience populaire qui, malgré les sectarismes, c'est-à-dire tribalisme, c'est des autres qui sont des manifestations qui ont pris, se sont cimentés dans les concepts mentaux des personnes. Mais il y a toujours cette conception, cette volonté de s'élever, de venir ensemble. Et il y a eu une attaque au niveau de cette volonté, de cette légitimité souveraine, populaire, acquise, de pouvoir remettre en question, de pouvoir passer à la télévision, crier contre. C'est cette légitimité-là qui a été sous attaque. Au point où nous sommes en train de réserver, beaucoup sont en train de baisser les bras. Beaucoup sont en train de se dire, eh bien, peut-être ce n'est pas aussi utile que c'est ça, que ça. Je vais combattre pendant encore combien de temps? Et quand on est attaqué par avec ce qu'on a, avec lesquels on a mangé hier, les morales tombent par terre. Les morales tombent par terre. Et maintenant, que devons-nous faire dans cette situation que nous devons prendre? Nous sommes appelés d'une certaine manière à répondre. Nous devons protéger cette parcelle de souveraineté
populaire dans l'action des tutelles, dans l'action de conscientisation, dans l'action de l'expression des opinions, des idées et dans la possibilité de les implémenter. Ce n'est pas au pouvoir qu'on est en train d'attaquer parce que cette guerre-là, d'une certaine manière, elle a été vaincue. C'est à l'intégrité de l'identité nationale, à la possibilité de revendiquer, à la possibilité de parler, de s'élever, que l'attaque a été faite. Ceci pour dire que nous sommes dans une des situations les plus dangereuses que notre pays en soi a jamais connues. Cela ne peut être pas très visible aux yeux de tout le monde. Mais pour ceux qui ont la possibilité d'examiner en profondeur la situation, nous sommes appelés à redoubler nos efforts et plutôt que de les soustraire. Nous sommes appelés à acquiser les coups et continuer la lutte. Parce que si nous avions pensé qu'avec les élections, nous aurons eu peut-être une petite parcelle de possibilités d'entamer une transformation effective, eh bien, comme aime dire mon petit frère, nous avons fait un rêve qui s'est révélé plus long que le sommeil lui-même. Quand vous observez ces genres de photographies, quand vous observez les mouvements politiques, les changements de costumes d'un parti à un autre, quand on prend en considération les éléments que nous pouvons observer devant nous avec les 3 K, hein, les Katumbi, Kamere, Kanambe, action et présence, comme un nombre omniprésent qui, partout, si dans l'étendue de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, est en train de se faire présente, eh bien, nous avons de quoi nous préoccuper. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas un pouvoir dans la République démocratique du Congo. Nous avons une attaque aux institutions les plus bas, mais cependant les plus puissants, l'institution populaire. C'est l'institution populaire auquel on est en train d'administrer un coup puissant. Dissoudre la volonté populaire à la résistance. Affaiblir les porte-paroles de ces personnes. Affaiblir ceux qui se font force de parler, de crier, de dénoncer pour afin éteindre tout un peuple. Nous n'avons jamais eu de changement de pouvoir. On a seulement changé des parties des cartes. Le peuple congolais est en grand danger. C'est de la diaspora encore plus, parce qu'il représente la partie qui encore a cette capacité organisative, sa capacité de parler. Imaginez s'il n'y avait pas de Congolais de la diaspora, quelle serait la situation? Et donc, aujourd'hui, nous avons offert une analyse conjointe où nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'observer un grand pays comme la République démocratique du Congo géré comme une petite hôtel de quartier. Justement, la présidence
étant une présidence fictive, ne peut que se divertir. Laissant des millions et des millions de Congolais dans l'illusion qu'un changement, pas peut-être grand, mais peut-être petit, a été amorcé. Livrant les pays à des divisions du genre ethnique, avec un accent prononcé sur le tribalisme. Plongeant l'opposition dans la disparition. L'opposition qui, lui, maintenant, devait être au pouvoir, qui pour certains est au pouvoir, n'est pas au pouvoir. Donc, il y a un effondrement des frontières entre l'opposition et la partie, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont en fait en train d'opprimer le peuple. C'est comme si dans le tribunal, à un moment donné, on ne sait plus reconnaître l'avocat défenseur et l'avocat accusateur. Il y a un fondement de cette ligne séparatrice entre la partie oppresseur et l'opposant. En fait, nous avons vu l'IDPS qui est en train de voter FCC. En fait, l'IDPS devient FCC, FCC devient l'IDPS, effondrement des frontières. C'est pour dire que l'opposition est en train d'agoniser. Je ne dis pas l'opposition en soi pour soi, mais le concept d'une opposition réelle est en train d'agoniser, de mourir, de se dissiper. Et l'opposition étant, lui, représentée par le peuple, l'opposition tirant sa force de l'expression de la souveraineté populaire, cette conscience de la souveraineté populaire, eh bien, comme on dit en français, tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Avec les coups appelés Félix Tshisekedi, on a mis en péril et l'opposition et le peuple. La destruction, non d'un pays, mais plutôt d'un peuple. Un peuple est trahi par sa propre capacité. Je vous remercie pour l'écoute. Nous sommes appelés, nous avons le devoir de ne pas baisser les bras et de continuer la lutte, car nous sommes loin de l'avoir fini. Restons debout, restons serrés, restons sereins, mais gardons les yeux grands ouverts.